Bonjour et bienvenue dans Syscast, l'émission, le podcast du laboratoire Cisco de Supinfo. Donc après un premier épisode consacré à une sorte d'introduction au réseau, on a vu ce qu'était une communication, on a vu quelques équipements réseau, ainsi qu'une brève revue de ce qu'est une architecture réseau, de manière très globale. Donc cette fois-ci, on va s'intéresser à quelque chose de beaucoup plus technique, à savoir les modèles OSI et TCP/IP, donc des modèles d'architecture réseau. On va tout de suite commencer par se mettre un peu dans le sujet, dans le contexte. C'est-à-dire qu'au tout départ, on avait des constructeurs informatiques qui avaient chacun proposé leur modèle. Donc chacun avait des architectures réseau propres à leur équipement. On va prendre comme exemple IBM qui avait SNA. On avait DEC qui avait DNA, donc des modèles et des systèmes qui avaient tous le même défaut. C'est le caractère propriétaire du système. C'est-à-dire que IBM avait son système, DEC avait son système, donc il n'y avait pas d'interconnexion possible entre les différentes architectures, et donc c'était des modèles hétérogènes. On ne pouvait pas les interconnecter. Donc c'est alors qu'est intervenu l'ISO, donc International Standard Organization. Donc en fait c'est un organisme qui dépend de l'ONU, qui est composé de 140 organismes nationaux de normalisation, et qui donc a développé un modèle qui s'appelle l'OSI, Open System Interconnection. Donc ce modèle décrit en fait les différents concepts qu'on va utiliser, les démarches suivies pour normaliser l'interconnexion des systèmes ouverts. C'est un peu le but, disons, de tout réseau, donc connecter différents périphériques hétérogènes. Donc un réseau est maintenant composé de systèmes ouverts, donc lorsque la modification, l'adjonction ou la suppression d'un de ces systèmes ne modifie pas le comportement global du réseau. C'est-à-dire qu'un système ouvert, c'est un système qui ne dépend pas, disons, d'un périphérique en particulier pour fonctionner. Au moment de la conception de ce modèle, donc on a pris en compte le caractère hétérogène des équipements, donc ça c'était vraiment quelque chose de fondamental, puisque ce modèle devait permettre l'interconnexion avec des systèmes hétérogènes, pour des raisons historiques et économiques. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas se permettre de changer totalement l'équipement avec une nouvelle norme, il fallait prendre en compte les équipements actuels pour ensuite les interconnecter. Il ne devait pas non plus favoriser un fournisseur en particulier, d'où un principe qu'on appelle la neutralité du réseau. Neutralité du réseau qu'on retrouve actuellement dans la neutralité du net. On ne va pas favoriser un service par rapport à un autre. Enfin, on doit permettre de s'adapter à l'évolution des flux d'informations à traiter. Donc ça, c'est aussi normal. On doit donc permettre une certaine évolutivité et on ne doit pas remettre à chaque fois en cause les investissements antérieurs. Donc ça doit être une évolution globale et non pas à chaque fois des mini-révolutions qui vont donc changer tout le système. Cette prise en compte de tous ces éléments ont permis de fabriquer l'OSI. L'OSI n'est pas vraiment une véritable architecture de réseau, car il ne précise pas réellement les services et les protocoles à utiliser sur chaque couche. C'est relativement libre sur le domaine. Il décrit plutôt les fonctions des couches, ce que chaque couche doit faire. Mais néanmoins, l'ISO a écrit ses propres normes pour chaque couche, et ceci de manière indépendante au modèle. Donc, par exemple, comme le fait tout constructeur. Donc les premiers travaux portant donc sur le modèle OSI datent de 1977. Ils ont été basés sur l'expérience acquise en matière de grands réseaux et de réseaux privés un peu plus petits. Donc le modèle devait en effet être valable sur tout type de réseau, aussi bien les grands que les petits. Donc ensuite, en 1978, l'ISO propose ce modèle sous la forme de la norme ISO IS 1498. En 1984, 12 constructeurs européens rejoints donc en 1985 par les grands constructeurs américains qui adoptent eux-mêmes le standard. L'ISO commence à faire succès. L'ISO est basé sur un système de couches et il en comporte en fait 7. Donc 7 couches, application numéro 7, 6 présentation, 5 sessions, 4 transport, 3 réseaux, 2 liaisons de données et 1 physique. Donc 7 couches qui ont des caractéristiques bien définies. Il y a en effet des règles qui régissent un peu le tout. C'est-à-dire qu'une couche doit être créée lorsqu'un nouveau niveau d'abstraction est nécessaire. C'est-à-dire qu'on a vraiment voulu donc simplifier le modèle à l'extrême pour vraiment que chaque couche ait une fonction bien définie. On ne veut pas que différentes couches aient la même fonction. Donc les fonctions de chaque couche doivent être choisies
dans l'objectif de normalisation internationale des protocoles. Donc le but est de normaliser le tout au maximum. Bien sûr, chaque couche est indépendante et les frontières entre couches doivent être choisies de manière à minimiser le flux d'informations aux interfaces. C'est-à-dire qu'on doit transmettre donc couche inférieure vers couche supérieure que les informations nécessaires aux couches supérieures. Ensuite, le nombre de couches doit être tel qu'il n'y a pas de cohabitation de fonctions très différentes au sein d'une même couche. C'est-à-dire que chaque couche doit avoir une fonction globale. Et l'architecture ne doit pas être trop difficile à maîtriser. Donc ensuite, on peut globalement, donc, point de vue des couches, les séparer en deux groupes. On a les couches basses, 1, 2, 3, 4. Donc physique, liaison de données, réseau, transport d'un côté, session, présentation, application de l'autre. Donc les couches basses donc, sont nécessaires à l'acheminement des informations, donc entre les extrémités concernées, et donc dépendent du support physique. Par exemple un câble, réseau aérien, donc réseau Wi-Fi, par exemple de la fibre optique, donc une dépendance du point de vue du support physique. Les couches hautes, 5, 6 et 7, sont-elles responsables du traitement de l'information relative à la gestion des échanges entre systèmes informatiques. Donc là, ces couches vont rentrer en interaction directe avec l'utilisateur. Ça va permettre donc à l'utilisateur d'interagir avec les données et le réseau. Par ailleurs, les couches 1 à 3, donc physique, liaison de données et réseau, interviennent entre machines voisines et non entre machines d'extrémité qui peuvent être séparées par plusieurs routeurs. Les couches 4 à 7 sont au contraire donc des couches qui n'interviennent qu'entre hauts distants. Donc là encore, il y a une distinction. On va maintenant s'intéresser à la fonction de chacune des couches. On va commencer par la couche la plus basse, numéro 1, number 1, donc la couche physique. La couche physique s'occupe de la transmission des bits de façon brute sur un canal de communication. Donc 0 ou 1. Donc cette couche doit garantir la parfaite transmission des données. Donc un bit 1 envoyé doit être un bit 1 reçu. Ça va être logique. Donc on doit encore avoir une notion d'intégrité des données. C'est-à-dire que lors du déplacement, donc imaginons qu'on prend un fil de cuivre, lors du déplacement donc, du signal électrique, il ne doit pas y avoir d'altération et donc on doit avoir le même signal émis qui doit être réceptionné donc sans aucune altération des données. Donc concrètement, cette couche physique, elle doit normaliser les caractéristiques électriques. Par exemple, dans le cas donc, du fil cuivré, donc un bit doit par exemple être représenté comme une tension de 5 volts. On va dire par exemple que dès lors qu'on reçoit une tension de 5 volts, on a donc une considération qu'il s'agit donc d'un bit 1. Et au contraire, s'il n'y a pas 5 volts sur le fil cuivré, on a donc un bit 0. Donc les caractéristiques fonctionnelles des circuits de données et les procédures d'établissement sont également gérées par la couche physique. Donc l'unité d'information de ces couches est donc le bit 0 ou 1, donc représenté par une certaine différence de potentiel. Donc, si on prend un autre exemple, la fibre optique, lorsqu'on a présence de lumière, on a 1, lorsqu'on a absence de lumière, on a 0. Ensuite, nous avons number 2, numéro 2, donc la couche liaison de données. Donc ce rôle est, comme son nom l'indique, un rôle de liant. Elle va transformer la couche physique en une liaison a priori exempte d'erreurs de transmission pour la couche suivante, donc la couche réseau. Donc en gros, on fractionne les données d'entrée, donc de l'émetteur, donc on reçoit en bits, et cette fois-ci, on va le fractionner en trames. Et transmettre ces trames en séquence et gérer les trames d'acquittement envoyées par le récepteur. Rappelez que pour la couche physique, les données n'ont aucune signification particulière. Couche de liaison de données, être capable de reconnaître les frontières des trames. C'est-à-dire qu'une trame, donc on doit repérer le début de la trame et la fin de la trame. La couche liaison de données donc doit être capable de renvoyer une trame. Imaginons qu'on a un problème sur la ligne de transmission. Et de manière générale, donc, c'est de détecter et de corriger les erreurs donc, intervenues sur la couche physique.
Cette couche intègre également une fonction de contrôle de flux, donc pour éviter l'engorgement du récepteur. On veut éviter que le récepteur reçoive trop d'informations en un coup. Donc l'unité d'information de cette couche liaison est la trame, qui est composée de quelques centaines à quelques milliers d'octets maximum. Ensuite, numéro 3, donc la couche réseau. C'est la couche qui permet de gérer le sous-réseau. Par exemple, le routage de paquets sur ce sous-réseau et l'interconnexion des différents sous-réseaux entre eux. Au moment de sa conception, il faut donc bien déterminer le mécanisme de routage et de calcul des tables de routage, donc avec des tables statiques et dynamiques. On verra ça dans un prochain tutoriel. La couche réseau contrôle également l'engorgement des sous-réseaux. On peut également y intégrer des fonctions de comptabilité pour la facturation au volume, mais cela peut être délicat. C'est notamment utilisé par certains fournisseurs d'accès. Ensuite, donc la couche réseau contrôle également l'engorgement du sous-réseau. Donc cette fois-ci, l'unité d'information de la couche réseau est le paquet. Donc, numéro 4, number 4, la couche transport. Donc cette couche est responsable du bon acheminement des messages complets au destinataire. Le rôle principal de la couche transport, c'est en fait de prendre les messages de la couche session, de les découper s'il le faut, donc en unités beaucoup plus petites, et de les passer à la couche réseau. Donc là encore, on utilise les couches de manière indépendante, et donc sa fonction, c'est de transmettre de la couche session à la couche réseau. Donc la couche transport doit également s'assurer que les morceaux arrivent correctement de l'autre côté. Donc cette couche effectue aussi le réassemblage du message, donc à la réception des morceaux. On va prendre les morceaux et les réassembler. Cette couche est également responsable de l'optimisation des ressources du réseau. En toute rigueur, la couche transport crée une connexion réseau par connexion de transport requise par la couche session. A l'inverse, cette couche est capable d'utiliser une seule connexion pour transporter plusieurs messages à la fois grâce à un processus de multiplexage qu'on a vu la dernière fois. Dans tous les cas, tout ceci doit être transparent pour la couche session. Chaque couche et chaque fonction réalisée dans chacune des couches doivent être totalement indépendantes par rapport aux autres couches. Donc cette couche est également responsable du type de service à fournir à la couche session et finalement aux utilisateurs du réseau. Donc, est-ce qu'on est en service en mode connecté ou non, avec ou sans garantie d'ordre de délivrance? Est-ce qu'on diffuse le message à plusieurs destinataires à la fois? Bref, cette couche est donc également responsable de l'établissement et du relâchement des connexions sur le réseau. Un des tout derniers rôles donc, à évoquer est le contrôle des flux. C'est l'une des couches les plus importantes car c'est elle qui fournit le service de base à l'utilisateur. Et c'est par ailleurs elle qui gère l'ensemble du processus de connexion, avec toutes les contraintes qui y sont liées. Donc l'unité d'information de cette couche est le message. Numéro 5, la couche session. Donc cette couche organise et synchronise les échanges entre tâches distantes. Elle réalise le lien entre les adresses logiques et les adresses physiques des tâches réparties. On établit donc également une liaison entre deux programmes d'application qui doivent coopérer. Elles commandent leur dialogue, qui doit parler, qui parle à l'instant T. Donc dans ce dernier cas, donc dans la commande du dialogue, ce service d'organisation s'appelle la gestion du jeton. C'est-à-dire que on va donner le jeton au logiciel qui doit prendre la parole à l'instant T. La couche session permet aussi d'insérer des points de reprise dans les flots donnés, donc de manière à pouvoir reprendre le dialogue après une panne. Ça, c'est également une fonction essentielle. Ensuite, numéro 6, c'est la couche présentation. Donc cette couche s'intéresse à la syntaxe et à la sémantique des données transmises. C'est elle qui traite l'information de manière à la rendre compatible entre tâches communicantes. Donc elle va assurer l'indépendance entre l'utilisateur et le transport de l'information. Et donc, typiquement, cette couche
peut convertir les données, les reformater, les crypter, les décrypter bien sûr, et les compresser, les décompresser. Enfin, numéro 7, on trouve la couche application. Donc cette couche, c'est le point de contact entre l'utilisateur et le réseau. C'est le point culminant qui va permettre l'interaction directe entre l'utilisateur avec les différents services réseau. Comme par exemple le transfert de fichiers, la messagerie mail, etc. Donc des services de base qui permettent d'accéder à des fonctionnalités basiques. Donc maintenant qu'on sait les différentes couches et leurs différents rôles, on va s'intéresser un peu à la transmission de données, donc à travers ce modèle. Donc le processus émetteur remet les données à envoyer au processus récepteur via donc la couche application, qui leur rajoute une en-tête, donc AH, éventuellement nulle, et donc le résultat est alors transmis à la couche présentation. La couche présentation, quant à elle, transforme ce message et lui ajoute éventuel en-tête, éventuellement nul encore une fois. La présentation ne connaît et ne doit pas connaître l'existence de l'éventuel AH. Donc pour la couche présentation, l'unité de données comprend donc le préfixe entre guillemets AH, donc le bloc AH, et considère le tout comme un bloc de données à part. Donc une fois le traitement terminé, la couche présentation envoie le nouveau message à la couche session, et ensuite le même processus commence. C'est-à-dire qu'on considère à chaque fois les données devenant de la couche supérieure comme une unité de données simple et entière. On rajoute le préfixe et ensuite, ainsi de suite, on traverse les trames. Les données ensuite atteignent la couche physique qui va effectivement, donc maintenant, transmettre les données au destinataire. À la réception, le message va suivre le même principe, mais cette fois-ci dans le sens inverse. Le message va remonter les couches, les en-têtes, donc précédemment mis par chacune des couches. Ces en-têtes sont progressivement retirées, donc jusqu'à atteindre le processus récepteur qui va pouvoir exploiter les données sur l'application. Le concept important qu'il faut vraiment retenir, c'est qu'il faut considérer que chaque couche est programmée comme s'il était vraiment horizontal. C'est-à-dire qu'en fait, on fait abstraction des autres couches et on considère que chaque couche dialogue directement avec son homologue, donc entre l'émetteur et le récepteur. Donc on communique avec la couche paire réceptrice. Au moment donc de dialoguer avec sa couche paire, chaque couche rajoute une en-tête et l'envoie virtuellement, grâce à la couche sous-jacente, à sa couche paire. Donc on a un dialogue comme ça qui se fait horizontalement, une totale abstraction des couches supérieures et des couches inférieures. Donc le modèle OSI est un modèle donc, théoriquement idéal, mais pourtant il n'a pas fait grand succès. On a pas mal de critiques vis-à-vis de ce modèle. C'est-à-dire que c'est vraiment le modèle que généralement on étudie à l'école, on étudie ça en école d'informatique, et c'est reconnu dans le monde, et pourtant, si on fait le bilan, ce modèle n'a pas réussi à s'imposer. Donc les spécialistes ont analysé cet échec et ont déterminé 4 raisons principales pour lesquelles le modèle OSI ne s'est pas imposé. En numéro 4, donc ce n'était pas le bon moment. Selon David Clark, du MIT, il a émis la théorie suivante quant à l'art et la manière de publier une norme au bon moment. Mais pour lui, dans le cycle de vie d'une norme, il y a 2 pics principaux d'activité. Donc la recherche, donc effectuée dans le domaine couvert par la norme, et les investissements, donc des industriels pour l'implémentation et la mise en place de la norme. Donc ces 2 pics sont séparés par un creux d'activité qui apparaît être en fait le moment idéal pour la publication de la norme. Donc il n'est ni trop tôt par rapport à la recherche, et on peut donc assurer une certaine maîtrise, et il n'est ni trop tard donc, par rapport aux investissements, les industriels donc, qui sont prêts à utiliser les capitaux pour l'implanter. Donc, le modèle OSI était idéalement placé par rapport à la recherche, mais hélas, donc, son homologue, donc, le modèle TCP/IP, était déjà en phase d'investissement prononcé. Donc c'était déjà un modèle mis en place sur le marché. Donc
lorsque le modèle OSI est sorti, les universités américaines utilisaient déjà largement le modèle TCP/IP avec un certain succès. Donc pourquoi changer? Et donc les industriels n'ont pas ressenti le besoin d'investir dessus. Numéro 3, donc ce n'était pas la bonne technique. Le modèle OSI est peut-être trop complet et trop complexe. La distance entre l'utilisation concrète, donc l'implantation, et le modèle était parfois importante. En effet, peu de programmes peuvent utiliser ou utilisent mal les 7 couches du modèle. Les couches session et présentation sont fort peu utilisées. Et à l'inverse, les couches liaison de données et réseau sont très souvent découpées en sous-couches tant elles sont complexes à maîtriser. L'OSI est en fait trop complexe pour pouvoir être proprement et efficacement implanté. Donc le comité rédacteur de la norme a même dû laisser de côté certains points techniques comme la sécurité et le codage, tant il était délicat de conserver un rôle bien déterminé à chaque couche ainsi complétée. Donc ce modèle est également redondant, c'est-à-dire que le contrôle des flux et de contrôle d'erreurs apparaissent pratiquement à chaque couche. Au niveau de l'implantation, TCP/IP était donc beaucoup plus optimisé et beaucoup plus efficace. Donc la plus grosse critique que l'on peut faire au modèle, c'est qu'il n'est pas du tout adapté aux applications de télécommunication sur ordinateur. Certains choix sont effectués en désaccord avec la façon dont les ordinateurs et logiciels communicants étaient programmés. Donc numéro 2, ce n'était pas la bonne implémentation. Cela, tout simplement, ça vient du fait que le modèle était relativement complexe, on vient de le voir, et que du coup les premières implantations furent relativement lourdes et lentes, puisqu'on n'arrivait pas à maîtriser totalement le modèle. Donc à l'inverse de la première implantation de TCP/IP dans l'Unix, de l'université de Bentley, BSD, qui était gratuite et relativement efficace. Historiquement, les gens ont donc une tendance naturelle à utiliser TCP/IP. Numéro 1, ce n'était pas la bonne politique. Donc le modèle OSI en a fait souffert de sa forte normalisation. Les efforts d'implémentation du modèle étaient surtout bureaucratiques et les gens ont peut-être vu ça d'un mauvais œil. A l'inverse, TCP/IP est venu d'Unix et a tout de suite été utilisé, qui plus est par des grands centres de recherche et des universités. C'est-à-dire les premiers à avoir utilisé les réseaux de manière poussée, avoir fait des recherches poussées dessus. Le manque de normalisation TCP/IP a été contrebalancé par une implémentation rapide et efficace, dans un milieu propice à sa programmation. Donc l'avenir d'OSI, au niveau de son utilisation et de son implémentation, et ce malgré une mise à jour efficace du modèle en 1994, OSI a clairement perdu la guerre face à TCP/IP. Seuls quelques grands constructeurs dominants conservent le modèle, mais il est amené à disparaître d'autant plus vite qu'Internet, TCP/IP explose. Le modèle OSI restera cependant encore longtemps dans les mémoires pour plusieurs raisons. C'est d'abord l'un des plus grands efforts en matière de normalisation du monde des réseaux. Les constructeurs ont maintenant tendance à faire avec TCP/IP, mais aussi avec le WAP, l'UTM-TS, donc ce qu'ils devaient faire avec OSI, à savoir proposer des normalisations dès le départ. OSI marquera aussi les mémoires pour une toute autre raison. Donc même si c'est TCP/IP qui est concrètement utilisé, les gens ont tendance et utilisent OSI comme le modèle réseau de référence actuel. Donc on l'utilise tout de même dans les écoles d'informatique, etc. En fait, TCP/IP et OSI ont des structures très similaires, comme on le verra tout à l'heure. Mais c'est surtout l'effort de normalisation d'OSI qui a imposé cette confusion générale entre les deux modèles. On a communément tendance à considérer TCP/IP comme l'implémentation réelle d'OSI, alors qu'il n'en est rien. Donc voilà pour le modèle OSI. Un modèle rempli de bonnes promesses, un modèle rempli d'une normalisation et d'un bon esprit, et pourtant qui n'a pas réussi à s'imposer. On va maintenant s'intéresser au modèle TCP/IP, un modèle qui, lui, a su rester simple, a su rester efficace et a su s'implanter à travers le monde.